Garrincha. On parle là d'une des légendes du football brésilien, que dis-je, du football dans son entièreté. Et pourtant, ce joueur, plus talentueux que Pelé, plus fort que Neymar, plus inoubliable que R9, n'aurait jamais dû toucher un ballon de football. La faute à un handicap physique sévère, à un illettrisme et même à un alcoolisme qui lui ôtera la vie avant même ses 50 ans. Et pourtant, il est double champion du monde et a même réussi à porter le Brésil lorsque Pelé, le magistral Pelé, a fini par le laisser tomber. Les amis, on voyage un peu dans le temps pour écouter l'histoire incontournable et tout aussi fascinante de Garrincha, et ça se passe dans Call Interview. Mais avant que je lance l'histoire complètement folle, s'il te plaît, continue de supporter Call Interview, lâche ton petit like ou encore ton commentaire en dessous de cette vidéo pour booster ce projet et nous permettre d'avoir des histoires plus folles les unes que les autres et encore plus d'interviews hors du commun. C'est parti, on se plonge dans l'histoire de Garrincha, mon ami. Parfois, le destin de deux joueurs sont intimement liés. C'est un peu le cas de Garrincha et Pelé, comme les deux faces d'une même pièce. Ils sont un peu le yin et l'autre plutôt le yang. Pelé est mort avec son nom qui résonne comme une référence du football international dans le luxe avec une richesse débordante. De l'autre côté, Garrincha était méconnu de tous, mort tout seul, isolé, tel un poivreau, alors que son talent aurait dû lui permettre d'atteindre monts et merveilles. Surtout que les mots d'un ancien sélectionneur de l'équipe de France et devenu journaliste de l'équipe, Gabriel Hano, est plutôt élogieux vis-à-vis de cette ancienne légende du football brésilien. Il n'y a pas de comparaison possible. Pelé accomplit des choses qu'un être humain peut accomplir. Garrincha vient probablement d'une autre planète. Il n'y a jamais eu d'autre Garrincha et il n'y en aura probablement jamais d'autre. Voilà, les mots sont précis, méticuleusement choisis. Le joueur était unique et pourtant, le fait qu'il puisse fouler une pelouse résonne déjà comme un miracle. Manuel Francisco dos Santos est né le 28 octobre 1933 dans l'état de Rio de Janeiro. Malheureusement, les parents apprennent très tôt une très mauvaise nouvelle, à savoir une malformation sévère au niveau du bas du corps de l'enfant. Le genou gauche pointe vers l'intérieur, tandis que le genou droit pointe plus vers l'extérieur. Et les deux jambes ne font pas la même taille. L'une est beaucoup plus courte que l'autre, ce qui va perturber l'équilibre. Mais attention, il y a également la colonne vertébrale qui est touchée. Elle est tellement tordue qu'elle formerait presque un point d'interrogation. Tous ces éléments combinés forcent les médecins à annoncer aux parents qu'il y a de très fortes chances pour que l'enfant ne marche jamais de sa vie. Le petit Garrincha, il est né comme étant le 5e enfant d'une fratrie de 9. Ça, c'est le côté officiel de la famille. Parce que le papa, il est un peu volage, même très volage, mais pas que. Il est également violent et frappé par un alcoolisme sévère. Et malheureusement, le petit Garrincha, il va suivre son père dans cette addiction. On disait même que la maman avait tendance à mettre un peu de cachaça dans le biberon, mais ça, c'est la légende. Le surnom de Garrincha, il va l'hériter d'une de ses sœurs, qui va simplement s'inspirer du fait que Garrincha est un oiseau dans la région qui va plutôt se laisser mourir que d'accepter de vivre en captivité. Ça en dit long sur le personnage. L'autre surnom qui va lui coller à la peau tout au long de sa vie, c'est Mané. C'est simplement un diminutif de son nom à lui, mais ça veut également dire fou ou simple d'esprit. Là encore, ça colle pas mal. La première anecdote what the fuck que je peux vous donner sur la vie de Garrincha, c'est qu'il perd sa virginité à l'âge de 12 ans seulement, mais accrochez-vous, l'aspect what the fuck il est maintenant, il perd sa virginité avec une chèvre. C'est une information complètement dingue, mais vrai, les amis. Ça vous montre à quel point le jeune homme, il est complètement éclaté du ciboulot. Et on va mettre tout de suite de côté tout débat sur qui est le GOAT du football, à savoir Pelé, Messi ou Garrincha. Voilà, c'est une petite blague à moi. Et on passe à la suite. Le gamin, il adore jouer au football, mais pas au point de voir ce sport comme une profession, un métier. Alors, il joue surtout dans la rue et à l'âge de 14 ans, ça y est, le moment est venu. Il est temps pour lui d'aider sa famille qui vit dans une pauvreté assez importante en allant travailler à l'usine. Alors, il va le faire 6 jours par semaine, 6 jours sur 7, c'est important. Derrière ces 48 heures par semaine, il va descendre dans des sous-sols sous une chaleur accablante.
Et le joueur, le jeune homme, décide que cette vie n'est pas pour lui. Il a une chance, c'est que le patron de la boîte soit également le président du club du coin dans lequel il évolue. Parce que Garrincha, il va arriver soit en retard, soit ivre, soit pas venir du tout. Et ce, tous les jours que Dieu fait. Alors, le patron, comme je vous l'ai dit, est très patient. Ça va permettre à Garrincha d'atteindre les 17 ans et même d'aller passer des tests dans des clubs qui sont plus ou moins loin. Vasco da Gama, à 17 ans, il y va, tente sa chance, mais sans équipement. Sinon, ce serait trop facile. Arrivé sur place, on lui demande, après l'avoir équipé, s'il est gaucher ou droitier. Et là, stupéfaction, incapacité du jeune homme à répondre. Il ne sait tout simplement pas lequel de ses deux pieds est le droit ou le gauche. Je vous l'ai dit, peu d'éducation, cuit un peu bas. Derrière, il est rejeté, le test n'est pas positif, mais il va tenter sa chance dans d'autres clubs. Cristóvão ou même du côté de Fluminense, même résultat. Les dés sont jetés, il semblerait que Garrincha n'aille pas plus loin que Pau Grande. Mais il semblerait que les dieux du football aient refusé que ce talent ne soit pas admiré par le monde entier et ils vont donc décider de s'en mêler un petit peu. Un dimanche de 1952, Arati, qui est un joueur de Botafogo, va se rendre pour aller arbitrer un match de Pau Grande. Il s'attendait très certainement à s'ennuyer, mais il va rester bouche bée, subjugué par la qualité de Garrincha, à tel point qu'il va tout faire pour que son club de Botafogo décide de recruter ce crack qu'il estime comme étant 100 fois meilleur que n'importe quel ailier qui compose l'effectif de Botafogo. Sauf que le club va refuser. Du coup, 2 mois plus tard, intrigué quand même par les déclarations du joueur Arati, c'est un recruteur, une espèce de, on va dire, scout de l'époque, qui va se déplacer pour 2 matchs pour aller voir le talent de ce bijou. Il va être subjugué, lui aussi, très impressionné, et va finalement tout faire pour faire recruter le joueur. Il va le convaincre de se rendre à Rio pour un essai, et cet essai, ce test, sera le bon. Le 10 juin 1953, c'est l'ultime test, celui de la dernière chance pour Garrincha, car l'entraîneur de Botafogo va lui demander devant tout le monde d'aller défier le meilleur défenseur de l'équipe, un certain Nilton Santos. Ce nom est un peu inconnu au bataillon pour la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo. Mais il est quand même positionné dans la meilleure équipe du XXe siècle selon la FIFA, aux côtés de noms ronflants tels que Maradona, Platini ou encore un certain Garrincha. Le joueur, il est stressé, c'est normal. C'est comme si on demandait à un joueur amateur d'aller défier Beckenbauer, Maldini, Sergio Ramos. Enfin bref, vous l'avez compris, en fonction de votre génération, vous mettrez le nom très important, légendaire que vous souhaitez. Lui, il est stressé, Mané. Évidemment, il ne sait pas par où commencer, mais il va quand même réussir l'exploit d'humilier l'international brésilien en lui administrant, en lui faisant subir un sacré petit pont. Il m'a fait danser dans tous les sens. Je suis allé voir l'entraîneur et les dirigeants. Je leur ai dit que ce gamin était un monstre et qu'il fallait l'engager tout de suite et de le mettre dans l'équipe. Je ne voulais plus jamais avoir à l'affronter. L'histoire est en marche, Garrincha est un joueur professionnel. Mais il ne changera pas sa personnalité, pour autant il reste fidèle à celui qu'il a toujours été. Il va évidemment jouer, mais simplement pour le plaisir. L'argent ne l'intéresse pas, pour lui c'est fait pour être dépensé, à tel point qu'à la fin de sa carrière, quand le grand Pelé va l'approcher pour lui dire qu'il peut lui distiller 2-3 conseils pour essayer de placer son argent et l'utiliser intelligemment, Garrincha va lui répondre « Ne t'en fais pas mon ami, je sais déjà ce que je vais en faire. » Non, on ne parle pas de placement immobilier, il va simplement tout dépenser, tout dilapider en fête et en alcool. Il adore la compagnie féminine et ça, il ne changera pas. Au moins, il a arrêté toutes les pratiques un peu cheloues de l'âge de 12 ans. Le reste, c'est simple, il continue de profiter. Malgré une hygiène de vie déplorable, ça ne va pas l'empêcher de briller pour ses débuts avec son nouveau club. Il va notamment claquer un triplé pour son premier match avec Botafogo. Et avec un style de jeu si spectaculaire, je ne vais pas vous surprendre. Il est devenu le nouveau chouchou des fans de Botafogo. En même temps, comment pas aimer un tel phénomène? Garrincha, à l'âge adulte, il va culminer à 1,69 m en termes de taille, c'est-à-dire 1 cm de moins que Léo Messi quand même. Vous l'avez compris, c'est pas très grand. Mais surtout, il est toujours frappé par ce handicap et cette différence de longueur entre sa jambe droite et sa jambe gauche. Sa jambe droite étant plus longue de 6 cm, les amis. 6 cm, c'est colossal, surtout quand on est dans un jeu de changement de direction, d'équilibre et de sprint à grande vitesse. Alors,
Pour pallier à ce handicap, à cette limite physique, Garrincha il va simplement se cantonner à son aile droite et ne jamais en bouger. Et il va avoir un dribble qu'il va sortir presque à tous les coups, mais qui reste inarrêtable. Un petit peu à l'image d'Arjen Robben et son mouvement partir du côté pour revenir dans l'axe avant de lâcher une frappe. C'était connu de tous, on savait qu'il allait faire ça, mais ça passait à quasiment tous les coups. Pour Garrincha, son mouvement, il se compose en 2 phases. La première, c'est la feinte. Il va emmener son buste et sa jambe droite vers la gauche, avec parfois un petit saut même de la part de la jambe gauche, avant de, deuxième phase, revenir sur le côté gauche, avec une petite poussée de balle de l'extérieur, et là, un sprint monumental qui faisait que 90% du temps, l'adversaire restait sur les fesses. Pourtant, cet adversaire, il savait que Garrincha allait faire ce mouvement. Il savait que ça allait être ce geste qui allait l'éliminer, comme tout le stade autour de lui. Mais c'était trop fort, c'était trop technique, c'était trop rapide, c'était trop. Ce qui fait que ça passait à tous les coups. Je n'ai jamais vraiment cherché la façon par laquelle j'allais venir à bout de mon opposant. Le don du dribble est inné, je pense ne rien avoir créé. À l'âge de 8 ans, la manière était déjà la même, le dribble doit être naturel. Le Maracana vibre par les prouesses de Garrincha. Chaque but, chaque dribble est important, fait sensation et va lui permettre en 1955 de découvrir la sélection. 2 années plus tard, Botafogo, grâce aux 20 buts notamment de son prodige, va arracher le titre. Et dans un match importantissime, face à Fluminense, Garrincha va briller. Il y a une victoire, 6-2, mais malgré l'écart au score, malgré le match XXL réalisé par Garrincha, il est sans pitié. Il va continuer de dribbler et humilier ses adversaires à tel point que l'un d'entre eux va aller voir le capitaine de l'époque, Nilton Santos, et lui demander: vous avez déjà gagné le titre. Alors, s'il te plaît, demande-lui d'arrêter de torturer nos défenseurs. C'est une règle tacite dans le football, les amis. Quand on étrie un adversaire, que la victoire est large et sans conteste, on évite de l'humilier à chaque fois. Ça provoque pas mal de réactions et l'humiliation n'est pas forcément nécessaire à ce point. Mais ça, Garrincha, il en a que faire, les amis. Il en a que faire. En 1958, Botafogo affronte River Plate au Mexique. La performance de Garrincha, elle est tellement importante et tellement réussie que les supporters adverses vont faire vivre un enfer au latéral qui est l'adversaire direct de Garrincha, un certain Vero. Le latéral mexicain subit les olé olé du public comme s'il était dans une corrida à chaque fois que Garrincha va réussir un dribble. Si vous entendez des olés dans les stades de foot, les amis, oui, c'est grâce à Garrincha. Gardez ça en tête. Mais il va reproduire le même genre de spectacle avec la sélection. On est en match de préparation face à la Fiorentina en Italie. Et là encore, Garrincha humilie son adversaire direct. En fin de match, le jeune Mané va se saisir du ballon, éliminer son adversaire direct, traverser le terrain, arriver dans la surface de réparation, éliminer un autre défenseur, puis le gardien. Il pourrait marquer dans le but vide, mais non. Il va attendre le retour du dernier défenseur, l'éliminer à nouveau avant de marquer dans le but vide. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ses coéquipiers sont furieux au sortir de cette action, y compris Mario Zagallo qui va lui lancer: fais ça pendant la Coupe du Monde et tu finiras par tomber sur quelqu'un qui te cassera la jambe dès la première minute pour te régler ton compte. Son sélectionneur est un peu du même avis, condamne l'attitude qu'il estime puérile de son attaquant et va même le laisser sur le banc pendant les 2 premiers matchs de poule. Mais le couac, c'est le Brésil qui va buter sur l'Angleterre lors du match d'ouverture et va avoir besoin de son crack pour se qualifier et va même le mettre titulaire face à l'URSS en dernier match. Et là, Garrincha va être étincelant. Il va permettre à son équipe de se qualifier et derrière ne quittera plus du tout cette équipe type. Finalement, c'est Pelé qui va se révéler à la face du monde avec un triplé contre la France en demi et un doublé en finale contre la Suède. Mais la performance, elle est un petit peu à attribuer à Garrincha parce que mené 1-0 par le pays organisateur, le Brésil va compter sur 2 passes décisives de Garrincha pour se sortir de cette situation et prendre l'avantage qu'il ne va jamais lâcher. 5-2, c'est le score final. Garrincha permet avec Pelé à sa sélection, les hommes en jaune, d'oublier le traumatisme de Maracanazo et de passer à autre chose avec ce premier sacre en Coupe du Monde. Du côté des Suédois, on est un peu marqué par la performance. Chaque fois que Garrincha touchait le ballon, nous étions paniqués parce que personne ne pouvait imaginer ce qu'il allait faire. Il n'y avait aucune tactique
pour s'adapter à ça. La légende veut que de retour dans l'avion, il ait demandé à ses coéquipiers quand aurait lieu le match retour d'une finale de Coupe du Monde. C'est voilà. Champion du monde ou pas, grande star nationale ou pas, le joueur reste fidèle à ce qu'il est depuis le début et ne rentrera pas dans le rang. Il joue comme il vit, à savoir pour le plaisir. Mais une fois retourné à Botafogo, le joueur reprend une tournée de préparation, la fameuse tournée estivale qui va avoir lieu du côté de l'Espagne. Et dans les matchs de préparation, on affronte le grand Real Madrid. Victoire 6-4 quand même pour Botafogo, grosse performance de Garrincha. Mais la performance, elle est tellement bonne qu'elle ne va pas laisser tout le monde sans réaction. Donc, de retour au Brésil, il y a une offre de la part du Real Madrid qui a vu Raymond Kopa retourner du côté de Reims et qui veut donc renforcer sa zone offensive. Et on pense bien évidemment à Garrincha qui a émerveillé tout le monde lors de son passage. Mais hors de question. Pour aucun prix, Botafogo ne va laisser partir son trésor national. On s'accroche aux joueurs. Mais il y a quand même une petite anecdote autour de ce voyage en Espagne. De toute façon, il y en a tellement avec ce joueur. Le joueur est marié, certes, mais disons qu'il continue de butiner un petit peu. Et pendant qu'il est en Espagne, il va s'exiler un petit peu discrètement pendant une soirée. Et au moment où son entraîneur se rend compte qu'il a découché, il va partir à la recherche de son joueur. Il va appeler un taxi et lui demander, de manière très simple, de l'emmener dans les maisons closes où son joueur pourrait s'être perdu. Voilà. Le chauffeur de taxi, il va voir juste. Au bout du deuxième essai, il va arriver au bon endroit et va retrouver notre très cher Garrincha en charmante compagnie. Mais il ne va pas se gêner pour autant, il ne va pas se camoufler, se cacher, non pas du tout. Il va aller voir son entraîneur et lui dire, mot pour mot, « Bah alors mon Zézé, toi aussi tu vas au but ?» Voilà, Zézé Moreira, pas tellement apprécié la blague, je crois. Au Brésil, la concurrence est rude pour Botafogo dans l'idée de remporter des titres, mais en 1961, il y en a bien. Et puis derrière, il y aura, grâce aux performances de Garrincha, une performance remarquée dans le tournoi Rio-Sao Paulo, mais également dans le tournoi des États de Rio et une finale remportée face au Santos de Pelé, 3-0. Mais la performance qui attire l'œil, c'est vraiment celle de la Coupe du Monde de 1962. C'est simple, il y a eu 22 Coupes du Monde à l'heure où je vous parle, et on s'accorde à dire qu'il n'y en a que 2 qui ont été remportées grâce au talent d'un seul et unique joueur. La première, c'est celle de 1986. Elle est connue de tous, la fameuse main de Dieu de Diego Maradona qui a été éblouissant pendant toute la durée du tournoi. Mais avant lui, il y a eu Garrincha en 1962. Pourtant, le contexte, il est particulier parce que c'est bien Pelé qui est la superstar de cette équipe du Brésil, mais le joueur va se blesser au bout du deuxième match contre la Tchécoslovaquie. Il est out. Alors, on compte sur un seul homme pour monter sur le trône, laissé vacant, laissé vide par le blessé Pelé. Et c'est bien évidemment Garrincha qui va step up et se montrer aux yeux du monde entier. Non, le costume n'est pas trop grand, non, la mission n'est pas trop importante, elle est largement à sa portée. Il va d'abord commencer par une double passe décisive face à l'Espagne et ensuite il y a sa masterclass en quart de finale contre l'Angleterre, s'il vous plaît, en marquant un doublé et en choquant le monde entier grâce à sa performance XXL. Une masterclass qui va laisser sans voix le sélectionneur des Three Lions, s'il vous plaît. Avoir Garrincha, c'est avoir tout pour gagner. Celui qui a Garrincha a le luxe de pouvoir battre n'importe qui. Il n'est pas le seul à avoir réagi, l'entraîneur anglais. L'attaquant, Jimmy Greaves, a lui aussi été de son petit mot. Il est tellement insaisissable que même quand il vient pour vous serrer la main, il est impossible de savoir de quel côté il va arriver. Le lendemain de cet exploit, le journal chilien titrera « Garrincha, de quelle planète viens-tu » Bah oui, parce que le prochain adversaire en demi, c'est le Chili. Et là encore, Garrincha va être éblouissant. 2 buts, une passe décisive. Il est encore une fois prépondérant pour qualifier son équipe pour la finale. Et cette fois-ci, malheureusement, il sera fiévreux. Ce qui fait que le joueur ne sera pas non décisif sur cette rencontre, mais il restera le maître à jouer, l'artisan principal de cet exploit et de cette deuxième étoile qui va être brodée sur le maillot brésilien. À l'époque, non, les joueurs non européens n'avaient pas accès, n'étaient pas éligibles au Ballon d'Or, mais nul doute que si ça avait été le cas, Garrincha aurait mené cette bataille de la tête
et des épaules. En réalité, le joueur ne sera pas titré de cette façon, mais il aura ébloui de sa classe et de sa prestance et même de son talent la planète entière qui se l'arrache, surtout du côté de l'Europe. On tente de faire pieds et mains pour le faire venir sur le vieux continent, à tel point qu'en Italie, 3 clubs se sont liés pour le faire venir. Écoutez bien, l'Inter, la Juve et le Milan AC voulaient lui offrir un contrat de 3 ans et lui permettrait d'évoluer dans chacun de ces 3 clubs sur les 3 années de contrat qui lui seraient proposées. C'est complètement fou, c'est complètement inimaginable, mais c'est vraiment arrivé. Mais le club de Botafogo a encore une fois mis son veto. Hors de question de se séparer de son joueur. Il n'y a pas d'argent qui achète le contrat de Garrincha, un joueur que je considère d'un niveau supérieur à celui de Pelé et qui n'est pas un patrimoine seulement du Botafogo, mais du football brésilien. Ses coéquipiers internationaux vont rapidement se retourner vers Botafogo afin de renégocier leur contrat. Vous connaissez la musique, quand on gagne des titres importants, qu'on devient un joueur conséquent en termes de statut, on va voir le club pour améliorer la condition dans lesquelles on évolue. Mais pour Garrincha, pas question de parler de ça. Il n'aime pas parler d'argent, il n'aime pas renégocier son salaire, alors il se retrouve rapidement avec un statut qui est en décalage avec le salaire qu'il perçoit. D'ailleurs, sa femme, qui est une chanteuse connue, Elsa Suarez, va retrouver chez eux, notamment sous leur matelas, des chèques qui n'ont pas été encaissés depuis un temps incalculable et des billets de banque qui ne sont plus utilisables. L'agacement commence à se faire sentir et les pépins physiques commencent également à arriver. Comme on pouvait s'y attendre, des douleurs importantes vont commencer à se manifester dans le quotidien de Garrincha. Je vous le rappelle, au début de cette vidéo, je vous ai dit que cet homme ne devait même pas pouvoir marcher après le diagnostic des médecins suite à son handicap. Mais l'alcool va également être un problème parce qu'elle va prendre une place prépondérante dans sa vie. Il va en consommer davantage et ce, tous les jours. Sous la pression de sa femme, il va devoir demander une augmentation de salaire parce qu'elle veut améliorer leurs conditions de vie sous peine même de le quitter. La situation est devenue ingérable. Mais de par son hygiène de vie, ses douleurs physiques, Garrincha va rater des entraînements et même rater certains matchs. Donc Botafogo refuse de revoir son salaire à la hausse, ce qui va évidemment miner le moral de Mané. Si je souhaite une revalorisation, c'est seulement pour penser au futur de mes 7 filles. Ce que je veux, c'est pour elles. J'ai 10 années au club, 10 ans dédiés à Botafogo. La récompense que je reçois aujourd'hui financièrement n'est pas celle que j'espérais. J'ai refusé de grandes offres et je sais que je suis un bon joueur, mais actuellement, il y a d'autres joueurs qui sont bien mieux payés que moi. Je ne serais pas sincère si je disais que ça ne me touche pas. Au cœur de cette situation sans issue, Garrincha va même envisager de prendre sa retraite sportive. Mais il en est fortement déconseillé par son banquier qui lui explique tout simplement qu'il n'a pas les fonds pour assurer sa vie d'après. Mais la situation monte, le public va même commencer à siffler son joueur alors que quand il est sur le terrain, il est époustouflant. Comme le 15 décembre 1962, lors du match du titre face à Flamengo, le joueur est époustouflant, va même signer un doublé devant pas moins de 159 000 spectateurs qui viennent assister au match du titre. Finalement, même si le titre est en poche, le joueur va s'éclipser, ne participera pas à la fête organisée par Botafogo. Quelque chose s'est brisé. Beaucoup de ceux qui m'applaudissaient auparavant se sont mis à me maltraiter. Ils ont inventé des histoires sur moi, se sont mêlés de ma vie privée, ont fait souffrir ma famille. J'ai mes titres et j'en suis fier, mais j'ai appris une chose, être une idole est un piège. Il va finalement bien signer son contrat qui va être revalorisé à la sortie du titre, mais c'est sportivement et physiquement que le joueur ne répond plus présent parce que ses douleurs deviennent trop importantes pour qu'il puisse gérer sa carrière. En 1965, c'est assez logiquement que son aventure avec Botafogo va s'arrêter après 12 années chargées en émotions, mais finalement ça se finira de la plus triste des manières. En 66, il va rebondir du côté des Corinthians, mais là-bas il n'y jouera qu'une poignée de matchs et ne sera pas convaincant. Ça va lui permettre tout de même d'être sélectionné pour aller au mondial avec le Brésil. Il y marquera lors de son premier match face à la Bulgarie, mais n'empêchera pas le Brésil de perdre 2 fois de suite ces 2 matchs qui vont suivre et être éliminé dès la phase de poule. Une catastrophe industrielle pour le pays. Derrière, Garrincha ne portera plus jamais le maillot de la Seleção. Il va tenter de rebondir à l'étranger, en Colombie d'abord, avec l'Atlético Junior, mais là aussi c'est une mauvaise expérience. Il reviendra au Brésil avec Flamengo, mais là non plus ça ne se passe pas bien. La rumeur l'envoie même en France du côté du Red Star, mais non, il décidera de rester au pays, près de ceux qu'il aime, près de ceux qu'il connaît.
Mais ce sera dans le modeste club de Olaria et l'expérience sera pathétique les amis. Garrincha a le genou en vrac et le foie dans un état bien pire encore. Une cirrhose le fait souffrir, mais également une arthrose qui le ronge. Le joueur va connaître une fin abominable. En 1959, il va vivre un accident, il est ivre au volant et va manquer d'ôter la vie à son père qu'il va renverser. 10 ans plus tard, même scénario, cette fois-ci c'est sa belle-mère qui est concernée, la mère de sa femme, mais elle perdra la vie dans les mêmes circonstances, lui ivre au volant. Lui, il a la chance de s'en sortir, mais derrière, ce n'est pas bien beau. En 1973, il va avoir droit à un jubilé devant pas moins de 130 000 personnes qui se sont déplacées au Maracana, mais qui vont assister à un spectacle déplorable. Le joueur, l'homme qui est devenu grand-père à 40 ans seulement, peine à tenir debout. Il n'a plus rien du joueur qu'il était. Un jour, un poète a écrit sur lui: ce n'est pas un dieu, mais bien un pauvre petit être, mortel et infirme, qui a aidé un pays tout entier à sublimer sa tristesse. Il surgit d'un seul coup, et d'un seul coup, la joie gagna les stades. La joie n'est plus, le show est terminé, le joueur va même devenir violent à tel point que sa femme en 1977 va le quitter, le poussant derrière à faire une tentative de suicide. En 1980, il va assister au carnaval de Rio, il est acclamé par la foule, mais Mané ne comprend rien à ce qui se passe autour de lui, incapable de se lever, le spectacle est d'une tristesse absolue. Après des passages en cure de désintox et en hôpital psychiatrique, il va nous quitter le 20 janvier 1983. Le palmarès, il est assez impressionnant, il faut l'admettre, avec 50 matchs, 12 buts marqués, 2 Coupes du Monde remportées avec le Brésil, des trophées en pagaille avec Botafogo, mais les chiffres, ils sont également tristement impressionnants du côté de sa vie privée, avec pas moins de 14 enfants qui, eux, sont déclarés, à savoir si il n'y en a pas d'autres qui ne l'ont pas été. Il aurait couché avec plus d'une centaine de femmes. Pelé a dit de lui qu'il le considérait comme son frère et qu'il n'avait jamais joué avec ou contre un joueur aussi talentueux que lui. Di Stefano l'a qualifié de plus grand de tous et qu'il n'avait jamais vu un humain capable de faire les mêmes choses que lui avec un ballon de football. Pour la dernière citation, je vais la laisser à l'écrivain Eduardo Galeano. Dans l'histoire du football, aucun joueur n'a rendu les gens plus heureux. Pour lui, le terrain était une piste de cirque, le ballon, un animal apprivoisé, le match, une invitation à une fête. Les amis, j'espère que cette histoire vous a plu. Elle est tout aussi surprenante que triste, mais elle fait partie du charme du football qu'on aime tant. On se retrouve très vite dans Call Interview pour d'autres histoires incroyables à vous partager, parce que j'adore faire ça avec vous. Allez, ciao.